bonsoir à toutes et tous. Merci de nous retrouver. Il est 18h30 ou presque. On est dans le studio de Boursorama en direct pour ce premier webinaire d'une série de 3 centré autour des crypto-actifs, de la pédagogie autour des crypto-actifs et de la façon dont on peut les intégrer dans ses investissements. Et dans ce premier épisode, on va regarder ensemble, eh bien oui, c'est la question que tout le monde se pose, s'il n'est pas trop tard pour se lancer, si on a laissé passer le train et si on se dit, mais tiens quand même, est-ce que ce serait pas le moment de mettre de la crypto dans mon portefeuille? Si vous vous posez cette question et que vous êtes avec nous ce soir, c'est peut-être parce que eh bien, vous estimez ne pas avoir les connaissances suffisantes pour intégrer cette classe d'actifs dans vos placements ou qu'elle vous semble trop risquée ou peut-être même encore trop sulfureuse. Alors on verra dans les prochains épisodes, c'est pas le sujet de ce soir, on verra concrètement comment intégrer des cryptos dans ces actifs et on terminera sans doute par un webinaire un petit peu plus expert sur la façon d'enrichir et de diversifier ses investissements en crypto. Mais ce soir, on pose les bases pour ce premier numéro. On va revenir sur l'histoire des crypto-actifs, leur développement. On va répondre bien sûr aussi aux idées reçues qu'on se fait encore sur le Bitcoin et les autres cryptos. On est en direct sur Bourso, on est aussi en direct sur YouTube. Si vous nous regardez, vous pouvez aussi poser vos questions sur le chat en direct de YouTube. J'ai le téléphone juste à côté de moi et puis bien sûr, j'ai la tablette pour répondre à toutes vos questions. Beaucoup de questions qui ont déjà été posées au moment de l'inscription. Comme d'habitude, on en a sélectionné quelques-unes et on y répondra notamment à l'issue de la présentation parce que pour répondre à toutes ces questions ce soir et également à celles que vous allez poser en direct, eh bien j'ai un expert du sujet, un spécialiste, Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche de The Big Whale. Bonsoir Grégory. Salut Laurent, bonsoir à tous. Bon, heureux de te retrouver ce soir et justement la grosse baleine, petit mot d'introduction sur la société que tu as cofondée. Oui, alors The Big Whale existe depuis 4 ans, d'ailleurs on a fêté hier nos 4 ans. Donc d'accord, bon anniversaire. Ah, j'ai pas le gâteau, pardon. Ah, désolé, ce sont les baleines, c'est les gâteaux. Ok, bon, le plancton. Voilà, c'est ça. Donc The Big Whale s'est lancé à la base comme un média spécialisé dans les actifs numériques. Aujourd'hui, on se considère plutôt comme une société de market intelligence, c'est-à-dire que les entreprises financières, les institutions financières s'abonnent à nos services pour deep dive, pour aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Après, il y a toujours une partie qui ressemble à un média traditionnel, donc des interviews de leaders, des enquêtes et tout. Et moi, pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, j'ai été l'un des premiers journalistes professionnels à traiter le sujet. Ça fait 9 ans que je me suis spécialisé dans les actifs numériques, les cryptos. J'étais avant chez Capital et tout, et donc voilà, plutôt un parcours de journaliste et maintenant plutôt analyste. Bon, analyse sur l'univers fascinant des cryptos, il y a pas mal de choses à dire. On rappelle aussi que on peut retrouver les contenus de Big Whale pour les clients de Boursobank sur le site Boursorama Connecté. J'avais envie qu'on commence avec toi. Justement, on l'a dit ce soir, on a envie de poser les bases parce que on s'est dit chez Boursobank que si les gens qui nous regardaient ce soir ne s'étaient pas lancés, c'est parce que ils ont forcément entendu parler des cryptos, ils ont forcément quelques bribes d'infos, mais ça ne les a pas convaincus. Donc c'est toujours bien de reposer les bases. Et est-ce qu'on peut revenir à la genèse finalement de l'histoire des cryptos, à la naissance de Bitcoin, avec en plus, et c'est ça qui est hyper intéressant, presque une partie un peu mythologique. Oui, j'ai préparé quelques petites slides pour qu'on en parle. Bon, après, on n'est peut-être pas obligé de revenir sur le fonctionnement global de la blockchain, du minage et tout. Qu'est-ce que tu en penses ? Un peu quand même, parce que au moins pour qu'on ait les grandes notions en tête. Alors, pour la blockchain, si vous devez comprendre ce que c'est, on parle de technologie ultra innovante et tout. En réalité, c'est quelque chose de plutôt simple. En fait, il faut considérer ça comme un grand livre de comptes. C'est en gros un gros recueil comptable dans lequel toutes les transactions Bitcoin sont enregistrées. Et quand on ouvre ce grand livre, en fait, on peut revenir aux toutes premières transactions qui se sont passées il y a bientôt 17 ans. Vous avez entendu parler du minage, par exemple. Donc ces fameux gros ordinateurs qui consomment énormément d'énergie, ils servent à... Moi j'ai un souvenir des photos avec, tu sais, des fermes de cartes graphiques comme ça en Alors Chine, les cartes graphiques, c'était plutôt pour Ethereum. Ok. Après, et Bitcoin en fait fonctionne avec, c'est plutôt là du microprocesseur un peu plus traditionnel qu'on appelle des ASICs. Ouais. Mais bon, c'est un peu le même principe, ça reste des puces qui chauffent énormément et donc il faut énormément d'énergie donc pour faire tourner donc ces super data centers. On n'en a plus en France parce qu'il faut aller dans des endroits où l'électricité coûte le moins cher possible. D'accord.
mais disons que c'est toujours eux qui maintiennent le réseau, qui sécurisent un peu tout ça. Vous avez aussi peut-être entendu parler du halving. En fait, tous les 4 ans, la création monétaire du Bitcoin est divisée par 2. Ok. Et en fait, c'est souvent à ce moment-là que les gens se réveillent en disant waouh, le Bitcoin est de plus en plus rare. Ouais. Et souvent, ça coïncide avec des nouvelles étapes. Mais alors, tu vois, typiquement, explique-moi le halving. À quoi ça sert? Pardon de poser la question aussi naïve, Alors, mais. en fait, la façon dont Bitcoin a été inventé, il fallait au tout début qu'il y ait beaucoup de Bitcoin d'émis. Donc en fait, toutes les 10 minutes, il y avait 50 nouveaux Bitcoins qui étaient créés. Ouais. Sur la blockchain, mais plus les années passent, en fait, plus il faut réduire en fait cette création monétaire. Et là, actuellement, toutes les 10 minutes, on est autour de 3 qui sont créés. Okay. Et donc tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Et à la fin, on aura le dernier Bitcoin qui sera créé, ce sera en 2140. Et on a encore un petit peu de temps devant nous. Ouais, on a encore un petit peu de temps. Je serais pas là pour le voir, je pense. Mais pourquoi ouais, moi non plus d'ailleurs. Pourquoi ça a été fait comme ça? C'est parce que les inventeurs du Bitcoin ont estimé qu'il y allait avoir une adoption progressive et à chaque fois et pour maintenir en fait cette notion de rareté numérique, il fallait qu'on divise la création monétaire à chaque fois, qu'on ait l'impression que cet actif était de plus en plus rare aussi dans sa création. Parle-moi de la création. Moi, j'aime bien le fait qu'aujourd'hui, même s'il y a des pistes assez solides, on ne sait toujours pas vraiment qui a créé le Bitcoin. Ah, ça c'est le grand mystère. D'ailleurs, aujourd'hui, le New York Times a sorti une enquête à ce sujet-là. Ils disent que c'est Adam Back. Adam Gap, c'est un grand cryptographe, donc un spécialiste en cryptographie. Il y a plusieurs pistes. Moi, j'aime beaucoup la piste de Hal Finney, qui était aussi un grand cryptographe, et en fait qui est mort, alors je crois que c'était en 2013-2014, et en fait il est mort, mais il est mort de la maladie de Charcot. D'accord. Et en fait, le moment où il est devenu paralysé, c'est un peu c'est le moment où Satoshi Nakamoto, donc la personne qui se cache derrière un pseudonyme, l'avatar du ou des créateurs du Bitcoin, il a arrêté de correspondre sur Internet à peu près au moment où Hal Finney est devenu paralysé. C'était quelqu'un qui portait aussi des belles valeurs, et c'est aussi pour ça que l'écosystème Bitcoin a un peu envie que ce soit lui. C'est parce que c'est quelqu'un de très, très désintéressé, qui était très humaniste. On a envie que ce soit ce genre de personne. Après, il y a d'autres possibilités, des gens un petit peu plus extrêmes, mais en tout cas, il y a toujours ce flou. Moi, j'espère qu'on ne saura jamais qui c'est, parce que si jamais garder le mystère. Voilà, déjà, parce que imagine qu'il soit mort ou pas, mais s'il était très marqué politiquement, ça connoterait un petit peu, ça marquerait un peu de sa création. Exactement, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Et je pense que Bitcoin, sa grande force, c'est d'être neutre en tant que protocole, donc on n'a pas trop envie de savoir. Et imagine, s'il était encore vivant, en fait, la moindre déclaration qu'il pourrait faire pourrait en fait avoir un impact énorme sur Bitcoin. Et c'est un peu le problème des autres crypto-monnaies. Par exemple, Ethereum, son créateur Vitalik Buterin. Ah, il parle. Ah oui, il parle. Pour le coup, il parle. Et donc, des fois, ça fait bouger le cours. Un peu moins aujourd'hui. Mais la force de Bitcoin, c'est de ne pas avoir de gourou. Et ça, c'est l'une des particularités de ce projet. Bon, l'essence aussi de Bitcoin et de la crypto, concept fondamental, c'est la décentralisation. Là aussi, qu'est-ce que ce concept implique concrètement ? Alors, la décentralisation, sur le papier, ça semble génial. En gros, il n'y a pas d'entreprise ou d'État qui fait fonctionner Bitcoin. En fait, c'est un réseau de nœuds qui sont disposés partout sur la planète. N'importe qui peut en faire tourner un avec du matériel informatique assez modique. Et c'est ça qui assure la décentralisation du réseau. Beaucoup de gens croient que c'est les mineurs, mais pas du tout. Les mineurs, c'est la puissance de calcul qui va protéger le réseau. Mais la vraie décentralisation, c'est des gens comme toi ou moi qui font tourner un nœud Bitcoin sur leur ordinateur. Et dans le nœud, il y a quoi ? En fait, il y a l'historique de la blockchain, tout simplement. Bon, voilà pour la naissance entourée de mystères. Selon toi, aujourd'hui, sur cette histoire relativement courte quand même, quelles sont les grandes étapes de développement de l'écosystème crypto ? Moi, j'ai plutôt envie de vous parler à tous ce soir plutôt des grandes étapes du Bitcoin, surtout. Parce qu'en fait, c'est... Parce que tu penses que c'est Bitcoin et les cryptos ? Ouais, complètement. Bitcoin, en fait, vraiment, le premier jour qu'il faut sanctuariser, c'est quand Satoshi Nakamoto envoie son white paper sur une mailing list de cypherpunks. Donc les cypherpunks, hop,
je vais vous montrer, bah voilà, parfait. Les cypherpunks, c'est en gros des gens qui sont passionnés de cryptographie et qui estiment que avec le monde qui change, qui devient de plus en plus numérique, bah en fait, il va falloir utiliser la cryptographie, le chiffrement pour se protéger parce que en fait, les entreprises vont devenir de plus en plus puissantes, de plus en plus intrusives. Les États aussi vont avoir de plus en plus de moyens de contrôler les citoyens. Donc il y a un côté à la fois cybersécurité et aussi protection personnelle. Tout à fait. C'est ça, ok. Tout à fait, tout à fait. Et ces gens-là, ils ont inventé aussi tout ce qui fait la sécurité de l'Internet d'aujourd'hui. Par exemple, quand vous tapez une URL dans un navigateur, vous voyez souvent le HTTPS. Ouais. En fait, ça c'est secure, ouais, ça c'est du chiffrement, qui protège votre navigation. Ouais. Ça a été inventé par des cypherpunks. Ok. Et en fait, Bitcoin, c'est l'émanation monétaire de ce courant de pensée. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont libertariens. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est très libertarien dans l'esprit. On se méfie des institutions, on se méfie de l'État. C'est ça. Et on pourrait se dire, bah, finalement, c'est quand même un petit peu connoté. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est pas... bien sûr qu'il y en a qui sont vraiment profondément anti-État. Il y en a aussi, surtout, qui sont juste sceptiques. Ils voient vraiment les progrès technologiques avancés, ils se disent, mais c'est une boîte à outils géniale, en fait, pour des États qui pourraient devenir totalitaires, pour des entreprises qui voudraient tout savoir sur vous. On l'a vu quand même, hein, même dans les démocraties, il y a quand même un petit sujet à ce niveau-là. Donc, ce courant de pensée, en fait, il est là pour alerter les citoyens qu'il peut potentiellement y avoir des dérives là-dessus et que la cryptographie, donc le chiffrement, la protection des données, c'est une façon de vous protéger. Et Bitcoin, en fait, ça a été inventé comme la monnaie libre. Et au tout début de Bitcoin, on pensait que ça allait être totalement anonyme. Et c'est vrai que ça avait été un peu conçu pour ça. Au départ, on ne savait pas du tout tracer... On va y venir dans les idées reçues et les clichés d'ailleurs. Et ça a la vie dure, hein, parce qu'on en parle toujours aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui c'est totalement faux. On a inventé les outils pour offrir une traçabilité vraiment très importante sur Bitcoin, mais au tout début, effectivement, y avait des clés privées, des clés publiques. En gros, c'est des suites de chiffres et de nombres qui vous définissaient dans l'espace blockchain. Il n'y avait pas de réelle identité derrière. Et effectivement, on pouvait faire des choses un peu anonymement. Aujourd'hui, c'est fini. Mais ça avait été conçu comme ça, pour quand même qu'on se protège, qu'on protège son identité, qu'on puisse faire des transactions un peu avec qui on voulait, sans que personne le sache. Donc au début, ça a été inventé pour ça. Et il faut aussi se rendre compte que le white paper, il est créé, donc juste le document qui dit... C'est quoi, c'est la fiche d'identité? C'est la note d'intention? Exactement, c'est un document de 9 pages. D'accord. Donc signé par Satoshi Nakamoto, tout seul, prétendument tout En seul, tout cas sur cette identité, et qui définit de manière extrêmement claire comment créer en fait un système de paiement en pair à pair. D'accord. Et on est... On pair à pair, on connaissait déjà parce qu'on connaissait Napster. Exactement. En se disant, tiens, ça parlait déjà à beaucoup, exactement. parce que je peux te télécharger de la musique de ton ordi au mien. Exactement. C'était très utilisé. Donc là, c'est la même chose avec de la monnaie. Exactement, exactement. On peut parler aussi des fichiers torrent, si ça vous parle. Le Bitcoin, c'est un peu la version monétaire du truc. Et le white paper, donc le document en 9 pages, en plus expliqué très simplement dans un anglais très académique, c'est 1 mois et demi après la chute de Lehman Brothers. On peut penser que Bitcoin est une réaction à la crise des subprimes, où en fait une grosse banque a fait faillite. Moi je pense que l'idée elle vient quand même d'un peu plus loin et qu'ils ont certainement profité du moment pour sortir le projet, parce que si on sort Bitcoin 1 an avant, je pense que l'idée d'une monnaie qui fonctionne sans les États et les banques, je pense que ça parle à personne, ça intéresse personne. On sort ça juste après Lehman Brothers, on se dit tiens, finalement, je vois à quoi ça peut servir. Il y a une question de Vostok, on dirait, qui dit libertarien, point d'interrogation. On définit peut-être un peu ce que c'est comme courant de pensée. Le courant de pensée libertarien, c'est des gens qui estiment que l'État n'a pas à intervenir dans la société. Et qu'en fait, qu'il est vraiment restreint à des fonctions très très régaliennes et que le reste, il faut qu'il laisse les gens se débrouiller par eux-mêmes. C'est ça. Il y a même certains libertariens qui estiment que l'État ne devrait pas exister, que la société fonctionnerait mieux. Une espèce d'anarchisme, finalement. Exactement. Après, tout dépend de quel pays on vient. Dans certains États, on peut se dire qu'il faudrait mieux qu'il n'y ait pas d'État. Voilà. Mais nous, on reste quand même dans des démocraties libérales. Je pense qu'il y a un peu moins de sujets chez nous. Mais le libertarien, par définition, quand il s'agit de la monnaie, il n'a pas envie que sa monnaie soit dévaluée par une décision de politique monétaire arbitraire de son pays qui dit tiens, finalement... Exactement, parce que quand une banque centrale touche au taux d'intérêt,
bah, quelque part, vous, ça va un peu changer votre vie. Et Bien il faut sûr. être très vigilant là-dessus. Donc le Bitcoin, c'est un peu une réponse à ça. Il faut l'avoir comme une monnaie publique, Ouais. pas dans le sens monnaie d'État, mais pas une monnaie qui appartient À tout le monde. à tout le monde. Bon. C'est un bien, un peu comme un bien commun. Alors, tu as le white paper, tu dis, le moment fondateur pour le Bitcoin. Il y en a un deuxième que tu Oui. appelles le Block Genesis. Oui, parce que quand il envoie son white paper, en gros, il demande à tous les gens qui vont lire ce petit papier, il va demander aux gens de l'aider, à des gens de bonne volonté de l'aider, qui sont intéressés par son projet. Donc, 31 octobre 2008, 3 janvier 2009, en fait, c'est le temps qu'il a fallu pour vraiment créer, développer le protocole. Donc, c'est assez rapide. C'est rapide, hein. C'est Ouais, assez ouais. rapide. Et donc, le bloc Genesis, donc c'est le premier bloc de la blockchain. Un bloc sur la blockchain, Ouais. c'est un bloc qui contient les transactions. Toutes les 10 minutes, en fait, il y a un nouveau bloc qui est créé, un nouveau bloc avec des transactions qui est validé, Mhm. donc qui est mis dans la blockchain. Le premier, donc, qui a été créé donc 3 janvier 3 2009. janvier 2009. Et ouais. une petite référence que j'aime beaucoup dedans, en fait, pour prouver que c'était ce jour-là et que pour rentrer un peu dans l'histoire, il a mis le titre de la une du journal The Times de l'époque. En plus, une une qui était pas du tout Neutre. qui était pas du tout neutre. Ouais. Donc c'était une une sur le sauvetage en fait des banques britanniques. D'accord. Donc on est en plein dans les conséquences de la crise des subprimes. Ouais, ouais. Donc À 2008-2009, ouais, on c'est peut sûr, penser ouais. que Bitcoin, ce n'est pas un objet politique, que c'est un protocole neutre et tout. Ouais. Le fait qu'il y ait une inscription comme ça, pour moi, ça en fait un objet éminemment politique. Ouais. Et Satoshi Nakamoto l'a signé en fait avec cette référence. Hyper intéressant. Block Genesis. Et puis, troisième moment fondateur. Oui. J'adore celui-là parce qu'il est aussi assez mignon finalement. Oui, oui, oui. Et puis ça va, c'est un peu vertigineux aussi. Hein, Alors oui, alors, quand donc- on voit les taux utilisés. Alors oui, bah, tout le monde en a entendu parler. D'ailleurs, même c'est connu dans l'histoire du Bitcoin comme étant le Bitcoin Pizza Day. Ouais. Donc tous les ans, le 22 mai, les aficionados du Bitcoin achètent une pizza et font référence à cet événement. On se moque aussi beaucoup de Laszlo Hayek, donc la personne qui a acheté 2 pizzas pour 10 000 ouais. Bitcoins. Mais moi, j'ai une grande tendresse en Ah fait oui. pour cet homme-là, Ouais. parce que c'est la première fois que Bitcoin a été utilisé pour acheter un bien du monde réel. Donc la Parce que vraie jusqu'à- transaction réelle de Bitcoin. Exactement. Ouais. Jusqu'à présent, c'était, on voyait les qualités du Bitcoin. On peut s'envoyer quelque chose qui a une valeur numérique, qui est une unicité numérique. Tu vois la Bon. proof of concept, comme on dirait. Exactement. Tu dis, ok, intellectuellement, je vois comment ça peut C'est ça. fonctionner. Et c'était un truc, voilà, de nerd, hein. de nerd, ouais, mais de méga Oui, nerd. oui, hein. il faut un peu toucher sa bille. Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, là, il s'est dit, bon, ben, on va essayer de voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir du Bitcoin en échange de pizza. Bon, il n'a pas appelé la pizzeria du coin, est-ce que vous voulez des Bitcoins? Ça a été un peu plus compliqué que ça. En fait, il a posté un message sur Reddit, Ouais. enfin non, sur Bitcoin Talk, qui est D'accord. l'équivalent. Forum voilà, de c'est discussion un forum spécialisé spécialisé. crypto. Ouais. Et en fait, il a dit, voilà, j'ai 10 000 bitcoins, qui veut m'acheter ces 10 000 bitcoins, enfin, qui veut m'échanger ces 10 000 bitcoins Contre contre une une pizza. Et en fait, il y a donc c'est un Américain, et c'est de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un Britannique, il me Ouais. semble, qui a dit, ok, donne-moi tes 10 000 bitcoins. Et le Britannique a appelé chez Papa John's, qui est une Oui, firme de une pizza marque de pizza américaine. américaine, donc il a appelé dans la ville où résidait Laszlo Hayek. Il a payé. Donc c'est un peu du troc quand même. Oui, c'est un Tu peu vois, du troc. finalement. Ouais, Il y a d'accord. eu un petit intermédiaire. Ouais. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui était intéressé pour avoir ces 10 000 bitcoins. Et bon, voilà, c'est un peu passé à la postérité cette histoire. Là, aujourd'hui, les 10 000 bitcoins, bah, ça vaut plus de 700 millions de dollars. Donc on se dit, oh là là, il est passé à côté Ouais. d'une fortune. Sauf qu'en fait, sans cette histoire-là, on n'aurait peut-être jamais prouvé Compris que ça marchait, quoi. Que ça exactement. fonctionnait. Ouais. Et peut-être que Bitcoin serait resté une expérience Et- de nerd avec une centaine de personnes derrière. Et en fait, ça a fait les gros titres aussi. Et Grégory, on Donc- sait ce que le Britannique il est devenu? Ah, pas du tout. Hein. Ah ouais. Mais j'espère qu'il a bien conservé ses clés privées, en tout cas ses mots de passe pour y accéder. Mais voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Bon, ça c'est le moment, le temps fondateur, le temps 1. Et puis Oui. il y a le temps 2. J'aime bien là. que tu nous as fait une slide que tu as appelée les années sauvages. Ah oui, parce que Bitcoin, c'est un adolescent qui a une crise enfin c'est un adulte, Crise d'adolescence un jeune sévère. adulte aujourd'hui, Ouais. mais qui a une crise d'adolescence assez violente. Donc en fait, ça c'est en fait, à partir de cette histoire de pizza, c'est le moment où les médias ont commencé à s'intéresser au sujet. Mm. Donc il y a eu, pour les pics de volatilité, parce que,
il est passé voilà, de quelques centimes à 31 dollars en 2011, on le voit. Donc forcément, il y a ces promesses de fortune rapide. Les gens deviennent c'est un peu l'Eldorado, c'est la ruée vers l'or numérique. Exactement. Et il y a donc le premier halving qu'on disait. Donc la première fois qu'en fait on a divisé la création monétaire, c'est là qu'en fait les gens ont compris qu'il y avait un mécanisme de rareté autour de Bitcoin, et qu'en fait plus le temps allait passer, plus ça allait devenir rare. Donc waouh. Donc FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. Exactement. Il s'est passé tout ce genre de choses. Et alors je l'ai pas mis sur la slide, mais en 2012 il y a un truc extrêmement intéressant qui est arrivé, c'est l'affaire WikiLeaks. L'affaire WikiLeaks, donc c'était cette ONG donc dirigée par Julian Assange qui en fait a publié plein de documents confidentiels, diplomatiques, et qui ont révélé en fait des grosses bavures de l'armée américaine en Irak notamment. Et donc quand ils ont révélé ça, le gouvernement en fait a demandé à Visa, Mastercard, PayPal de couper les vivres de WikiLeaks qui en fait étaient uniquement financés par du don. Et en fait ils se sont dit waouh, parce que c'est un peu des cypherpunk aussi. WikiLeaks se sont dit waouh, il y a ce petit truc Bitcoin là qui vient d'apparaître. Bah hop, on va accepter les dons en Bitcoin pour notre organisation. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, il n'y a pas d'entreprise derrière, c'est décentralisé, l'État américain ne pouvait rien faire. Et donc, il y a plein de Bitcoins qui ont été donnés à Wikileaks à ce moment-là. Et pour moi, c'est un peu ce moment où les États ont voulu détruire Bitcoin au tout début. Et la mauvaise réputation qu'on a voulu faire passer sur Bitcoin, c'est ce moment-là. Mais les gens qui étaient derrière Bitcoin, les développeurs, Satoshi Nakamoto, qui n'avait pas encore disparu, ils ne voulaient pas en fait, ils n'ont pas aimé ce que Wikileaks a fait parce que ça jetait là aussi peut-être. Bitcoin était trop jeune pour résister à autant de pression. Et c'est incroyable que Bitcoin et les développeurs. Tu as un coup de projecteur énorme tout d'un coup sur cette. C'est incroyable que tout le monde ait survécu à ça, que le Bitcoin n'ait pas été cassé parce qu'il était vraiment en cours de développement. Donc voilà, c'était un événement assez important. Après, il y a la chute de la première plateforme d'échange. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire des cryptos, mais là, c'est la plus importante. Mt. Gox, plateforme japonaise. Gros scandale. C'est un Français, non? Et oui, Marc Karpeles, que j'ai rencontré en plus il y a quelques années. Et c'est une histoire assez rocambolesque. Il y a plein de documentaires là-dessus. Hein, vous pouvez aller vous renseigner, il y en a beaucoup. Et en fait, c'était une plateforme d'échange. Aujourd'hui, on voit les plateformes d'échange comme des grosses mécaniques. À l'époque, c'était vraiment très, très, très artisanal. Et il s'est fait hacker. Donc, il a perdu 850 000 bitcoins. À l'époque, ça valait simplement des millions d'euros. Là, aujourd'hui, on serait vraiment sur des milliards et des milliards. Mais c'était les premiers temps, quoi. C'était les premiers temps. Sans connotation sur le mot que je vais employer, ça reste une époque d'initiés. Je veux dire, pour là, le grand public est encore assez loin de la balle. Totalement. Et s'intéresse, on a peut-être entendu parler, mais c'est à peu près tout. Il en a entendu parler, mais que pour des scandales. Oui, c'est ça. Pour chute d'une plateforme d'échange, donc en gros, les gens perdent leur bitcoin. Arnaque, quoi, en gros. Hein, c'est ça. En tout cas, la conclusion qu'on peut tirer facilement. C'est ça. Après, c'est utilisé par Wikileaks, donc des pirates en ligne, des gens qui s'attaquent au gouvernement américain. Forcément. Donc, si t'es américain, déjà, t'aimes pas trop. Oui, voilà, exactement. Et puis après, l'énorme volatilité. Donc, certes, c'est monté très vite, par exemple, à 31 $. Mais voilà, je marque aussi que c'est redescendu très vite à 2 $. Donc, voilà, c'est. Pour des gens qui s'intéressent à l'investissement, on se dit, voilà, c'est quoi ce truc, hein. Donc, c'est pour ça que l'adolescence a été un peu compliquée. Et après le crash de Mt. Gox, c'était en février-mars 2014. Le Bitcoin avait connu son record à peu près à ce moment-là, juste avant le crash. On était monté à 1200 $. Le premier passage à 1000 $, c'était quelque chose quand même. Mais c'est redescendu à 300, 400 juste après. Donc ça a été assez compliqué. Mais il y a toujours eu des vagues. Il y en a toujours aujourd'hui, hein, des pics de volatilité. On va en parler, bien sûr. Mais ils sont moins importants. Bon, ça c'est l'adolescence, tu l'as dit, turbulente. Et puis il y a l'entrée dans la vie active, si je puis dire. Là, c'est quoi ? C'est la rencontre avec le grand public, finalement. Exactement. Moi, je suis rentré à cette phase-là dans le secteur. Moi, je travaillais à Capital à l'époque. Et tu t'es dit, il se passe un truc là. Il se passe un truc. En fait, début 2017, le Bitcoin repasse au-dessus de 1000 $. Donc en fait, il a montré que malgré le crack de l'énorme plateforme d'échange, en fait, il a montré sa résilience. Il est toujours là. Il revient avec beaucoup de force. Il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et donc moi, j'étais à Capital et il fallait suivre le truc. C'était quand même passionnant à suivre. Et en fait, sur toute cette année-là, il a fait x20. Et le pic, c'était le décembre 2017. Et ça, c'est le moment où vraiment le grand public
a commencé à mettre des billes dedans. Bien sûr, pas tout le grand public, Mmh. mais il y avait des articles de presse un peu partout. Et je me souviens très bien, ça a fait la une du JT de France 2, Oui. les gens qui faisaient la queue pour acheter du Bitcoin à la petite boutique de la maison du Bitcoin qui aujourd'hui s'appelle CoinHouse. Oui. Et c'était connu parce qu'il y avait vraiment un guichet physique et les gens faisaient la queue comme on voit en fait Comme pour acheter une baguette, quoi. Exactement, mais comme on voit dans les grands événements spéculatifs. Ouais. Et ça c'était quand même assez hallucinant. Et après, forcément, il y a eu un énorme crack qui a duré 1 an. On est passé de 20 000 décembre 2017 à 3 800 un an après. Oui. Donc tous ceux qui ont investi au top, c'était l'enfer. Mais bon, aujourd'hui, 20 000, c'est une opportunité de ouf. Ouais. Si on Si dit on a ça acheté à ce avec- moment-là, on est encore content, quoi qu'il se soit passé par la suite. Exactement. Mais le plus dur, c'est de s'asseoir sur ses mains et en fait, si on croit si on a vraiment comment dire, La si vision. si on a la vision, si Ouais. on sait pourquoi on a investi dans Bitcoin, en fait, on sait qu'il faut prendre son mal en patience et que même si on a investi sur un top de marché, si on croit vraiment à cette thèse de l'or numérique, ce genre de choses, le fait qu'on ait besoin d'une Cette monnaie décentralisée, Voilà. qui ne dépend pas des États, qui ne dépend pas d'une banque centrale. Voilà, c'est Ouais. ça. Du coup, en fait, il faut s'asseoir sur ses mains et prendre son mal en patience. Bien sûr, les événements passés ne permettent pas d'anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Donc, Bitcoin, autant là, ne va jamais repasser au-dessus des 126 000. Mais si vous croyez dans la thèse, en fait, il faut attendre. Et le moment important aussi, c'est 2020, donc le crack Covid. Oui. Les États qui, pour intervenir sur l'économie, impriment en masse de monnaie. Ce Le qui était quantitative easing. le QE, le fameux QE, mais ce qui était normal, hein. Il n'y avait pas 36 000 Il choix. fallait soutenir l'économie. Bien sûr, exactement, mais c'est au prix quand même d'une certaine conséquence en fait sur la valeur de la monnaie. Après, il y a la vague d'inflation qui a suivi, qu'on subit encore aujourd'hui. Ouais, notamment aux US, un peu moins en Europe, mais Exactement. beaucoup aux US. Et les gens là parlent toujours d'inflation. On regarde la télévision, Ouais. voilà, il y a toujours ce sujet d'inflation qui revient. Pas encore plus maintenant. Exactement, Maintenant, avec court terme, l'essence ce qui et se passe tout. en Iran. Exactement, mais les gens on commence à intégrer le fait que Bitcoin, alors c'est pas l'outil parfait anti-crise, mais que sur le On y long viendra terme. d'ailleurs sur la corrélation ou pas, parce que valeur C'est passionnant. refuge ou pas, et je pense qu'il faut qu'on y revienne. Mais là, tu nous as parlé, ça y est, le jeune adulte qui est Bitcoin commence à rencontrer un peu le grand public, et les institutions par rapport à ça. On sent encore de la part des États, ce qui est assez normal finalement, mais peut-être aussi des institutions financières, des banques, des grands fonds, encore beaucoup de réticence. Oui. Et ce message, ouais, mais de toute façon, la crypto, c'est pour blanchir de l'argent sale. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'une des citations les plus célèbres, celle de Jamie Dimon, qui est toujours le CEO de JP Morgan, JP Morgan. donc la plus grande banque du monde, hein, excusez du peu. 2017, il dit Bitcoin, c'est une fraude. Ok. Aujourd'hui, c'est la banque la plus avancée sur Incroyable. les sujets blockchain. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Mais aussi, on aime bien se moquer de lui là-dessus, mais l'écosystème a énormément changé. Bitcoin, aujourd'hui, des États en stock dans leurs réserves. Ce qu'on appelle crypto, la blockchain, est vraiment un socle de la finance de demain, Oui. alors qu'à cette époque, c'était encore très punk. Donc moi, Très je sulfureux. comprends dans quel contexte ça s'est inscrit, cette déclaration. Dire que c'était une fraude à cette époque-là, c'était peut-être un peu too much, mais dire que c'était trop tôt pour qu'une grande banque Ouais. comme JP Morgan se lance, c'est vrai. Sauf qu'on arrive sur ce quatrième temps, Ouais. qui est, finalement, tout bien considéré. C'est l'âge de la maturité, peut-être, tu vas pouvoir me le Ouais, dire. un petit peu. Ça vaut le coup de s'y intéresser à Bitcoin. Et puis, les États, au moins, peut-être pas sur la crypto en elle-même, mais sur la technologie qu'il y a derrière, commencent à changer de registre. Et puis, surtout, les grands gestionnaires d'actifs se disent ce serait quand même intéressant d'en proposer un petit peu à nos clients. Tout à fait. Et ces gestionnaires d'actifs, on pense notamment à BlackRock. Eh oui. C'est l'un des moments les plus importants dans l'histoire financière de Bitcoin, c'est le lancement des ETF aux États-Unis. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu après, mais en France, en Europe, ce ne sont pas des ETF qui embarquent des cryptos, c'est plutôt des ETN, mais bon, Ouais. en gros, c'est des fonds qui permettent en fait Donc, d'investir dans... Exchange Trading Fund pour ETF et Note pour les ETN. C'est ça, les ETN, Ouais. c'est plutôt une créance. Un titre de créance. Tandis Ouais. que vraiment, l'ETF, c'est un titre de propriété. Mais Ouais. bon an, mal an, c'est une On exposition. va pas rentrer tout de suite on va pas perdre tout le monde sur la partie ça. technique, mais voilà. Mais c'est une façon d'investir dans Bitcoin Oui. avec son compte titre. Alors que dans la version traditionnelle, pour investir dans Bitcoin, il faut aller sur une plateforme d'échange,
Si on connaît pas le marché, on sait pas vers qui aller. Après, il faut faire confiance sur la conservation des bitcoins. Voilà, il y a 10 000 façons de perdre en fait son patrimoine crypto. Bref, c'était compliqué. Là, BlackRock arrive et en fait simplifie tout. Simplifie tout, et il y a une injection de liquidité mais énorme dans ces produits-là. BlackRock a plusieurs fois dit que c'était le lancement le plus réussi dans toute l'histoire de leurs ETF. Carrément. Et BlackRock, c'est un peu le pape des ETF, donc c'est pas rien, quoi. Et il y a eu toute une folie en fait à ce moment-là. Et puis après... On est quoi? On est fin décembre 2000, je sais plus, 24, 25 Le lancement 24, des ETF, c'est vraiment janvier 2024. Ouais, c'est ça. Et donc, énorme pic. Halving qui arrive en avril, donc division par 2 de la création monétaire. Donc on a l'impression que tout est réuni, sauf que le marché a attendu l'élection américaine pour vraiment bouger. Trump arrive, il se présente comme le président pro-crypto, et là, folie, explosion. Et on arrive un peu dans ce contexte-là, même si là, on est plutôt... je pense qu'on a passé un peu la fin du cycle haussier précédent. On va parler de ce qui s'est passé depuis la fin de l'année dernière, début de cette année, le mini-crack sur les cryptos. Mais avant, on l'a dit, c'est le webinaire où on va poser les bases et je vais te faire un feu roulant de toutes les idées reçues sur la crypto. Je pense qu'on a déjà expliqué les différences finalement entre blockchain, crypto et Bitcoin, ça je ne vais pas y revenir. Par contre, ça revient tout le temps. Les cryptos, Bitcoin, ça repose sur rien de tangible, une valorisation qui est donc totalement artificielle. Bref, le Bitcoin ne vaudrait que la valeur qu'on lui en donne, soit potentiellement rien. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, ce qu'on peut dire, c'est... Alors, chacun a sa perception du sujet. Hein, mais Bitcoin, ça a de la valeur parce que c'est un réseau. Il y a des gens derrière. Il y a du matériel informatique derrière. Il y a de la puissance de calcul derrière. Par exemple, quand on parle d'IA, on a appris en fait à comprendre que la puissance de calcul informatique, c'était très important. Dans Bitcoin, en fait, il y a ça. La puissance de calcul nécessaire pour faire tourner Bitcoin actuellement, c'est d'un niveau d'un état. Donc il y a énormément d'électricité qui protège Bitcoin, et cette énergie-là, en fait, a une valeur. Donc on peut comparer Bitcoin à une sorte de batterie. Donc il y a une mobilisation quand même d'actifs, d'immobilisation pour faire tourner Bitcoin, quoi. C'est ça, c'est ça. Et aussi, ce qui fait sa valeur, c'est aussi le protocole en tant que tel, qui permet d'émettre une monnaie libre, résistante à la censure, dégager des États et des multinationales. Ça a une valeur. On n'est pas obligé d'y souscrire, mais ça a une valeur énorme. Et en fait, on peut aussi se dire que c'est vraiment un protocole Bitcoin. Imaginez que vous pouviez investir dans le protocole Internet. Pourtant, c'est vague, hein, Internet, hein, c'est assez conceptuel. On ne peut pas investir dans Internet. Dans Bitcoin, on peut. Parce qu'on a inventé en fait la rareté numérique via Bitcoin. Alors que finalement, si on nous demandait d'investir dans le protocole Internet, je dirais, ouais, quand même, c'est quand même utile, parce que je l'utilise tous les jours. Mais il n'y a pas de jetons sur le TCP/IP. Et en fait, Bitcoin a inventé le concept de jetons qu'on peut se transmettre et qui a une unicité en fait dans le monde numérique. Je vais poursuivre avec cette question qui est tombée en direct de Monsieur Guy qui dit: dans la pratique, quels sont les usages majoritaires du Bitcoin? Le principal est-il la spéculation? Ah oui, ça sert à quoi Bitcoin? Alors ça dépend où on se trouve sur la planète. Alors en Europe, en France, honnêtement, on a un système bancaire qui fonctionne extrêmement bien. On a une monnaie très stable. Bitcoin, c'est un moyen d'investir. C'est un moyen de diversification, tout simplement. Alors, est-ce que c'est pour faire un peu d'argent? Est-ce que c'est parce qu'on adhère aussi à la vision du projet? Bon, voilà, ça reste dans l'investissement. Par contre, la France, c'est pas le monde. Donc, il faut un peu dézoomer. D'accord. Bitcoin a énormément de valeur dans les pays les pays autoritaires. Où peut y avoir des saisies arbitraires sur les comptes bancaires, et inutile, on n'a pas besoin d'aller dans des républiques bananières. En Argentine, ça s'est passé plusieurs fois. En fait, il y a ces histoires de conversion entre le dollar et le peso, et du jour au lendemain, il me semble que c'était en 2001. En fait, une dévaluation massive, énorme, et ça s'est passé dans la nuit. Les gens perdent tout, donc ils perdent confiance dans l'État, dans les banques. Bitcoin répond à quelque chose là-bas. Dans énormément de pays où la monnaie ne vaut rien, je pense notamment au Nigeria, il y a énormément de problèmes là-dessus, et aussi tout simplement les lanceurs d'alerte, ce genre de choses.
En fait, il faut vraiment dézoomer. Et vraiment, ce qu'il faut souligner, c'est que la France, c'est pas le monde. Et il y a plein d'endroits où on a besoin d'une monnaie où l'État fait pas n'importe quoi avec et où on est sûr que personne va saisir nos fonds. Je te lance sur une autre question. Est-ce que un État, peut-être pas, voilà, mais est-ce que l'État peut interdire ou confisquer les cryptos si demain, un État au hasard, tiens, les États-Unis, on va dire que Trump n'est pas dans ce move-là, dans cette tendance, mais si demain, pour X ou Y raison, les États-Unis décidaient d'interdire les cryptos Bitcoin, ils auraient les moyens techniques de le faire ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par interdire. On peut tout à fait interdire la détention de Bitcoin. Ouais. On peut criminaliser l'usage de Bitcoin. Ça, c'est une loi, c'est tout simplement. Ça, d'accord. Par contre, un État ne peut pas appuyer sur un bouton et débrancher Bitcoin. C'est ça, c'était ça un peu la question. Bitcoin fonctionnera toujours parce qu'en fait, il y a des mineurs qui font tourner des supercalculateurs partout dans le monde. Il y a des gens qui conservent des nœuds avec la blockchain Bitcoin partout dans le monde. En fait, on ne peut pas débrancher Bitcoin. On ne peut pas. Bon. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas débrancher Bitcoin. L'autre chose, tiens, aussi une question qui revient souvent. La détention en direct de crypto a l'air complexe. On n'est jamais sûr de vraiment détenir ces cryptos. On est très dépendant souvent de son exchange, c'est-à-dire de la plateforme sur laquelle on achète et on vend les cryptos. Est-ce que c'est vraiment, au final, dans la pratique, au-delà de la philosophie, si décentralisé ? Sur la détention, tu veux dire ? Oui. La détention, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut laisser donc sur une plateforme d'échange ou conserver en propre. C'est plus compliqué. D'accord. C'est plus risqué aussi, parce que si vous perdez l'accès, en fait, en gros, votre super mot de passe, si vous l'avez inscrit sur un bout de papier, la maison brûle, vous perdez tout. Après, vous pouvez très bien mettre ce super mot de passe dans un coffre à la banque. Okay. Il y a des histoires dingues sur les pertes de mots de passe comme ça. Ouais, voilà. Fortune virtuelle. En fait, ça demande une grande responsabilité. Moi, je pense que le grand public n'est pas prêt pour ça et surtout n'a pas besoin de ça. Pourquoi les banques existent ? C'est parce qu'on n'a pas envie de conserver tout notre patrimoine dans un coffre-fort chez nous. C'est trop risqué. On se ferait cambrioler tout le temps. Donc les banques ont encore énormément d'intérêt à ce niveau-là. On n'y a pas vraiment répondu tout à l'heure. Les cryptos servent surtout à blanchir de l'argent sale. Donc quand je t'écoutais, c'était plutôt une mauvaise réputation qu'on lui a collée. En même temps, tu me parles d'une monnaie décentralisée et peut-être tu vas revenir sur l'anonymat aussi, qui est assez intéressante. Potentiellement intraçable, en tout cas si je me fie un peu au cliché, c'est hyper tentant si je fais des activités illégales. Ah oui, tout à fait. Et pourquoi en fait cette réputation à la peau si dure c'est parce qu'il y a eu l'affaire Silk Road. Tu vois ce que c'est ou pas ? Non, j'avoue que je ne sais plus. Alors, Silk Road, c'était en gros le Amazon du Darknet. Ah oui, ça y est, je l'ai. En fait, on pouvait acheter toutes les drogues possibles et imaginables, on pouvait acheter des armes, et en fait, c'était comment on achetait les trucs dessus ? En Bitcoin. Ouais. Et c'était au tout début du Bitcoin, 2011, 2012. C'est au moment où on ne savait pas encore bien tracer les transactions, donc c'était assez anonyme. Et donc, il y a eu plein d'articles qui ont été faits sur ce marché noir du web. Et donc, en fait, Bitcoin a eu un peu la réputation de Bitcoin en a pris un coup à cause de ça. Ces marchés-là existent toujours. Par contre, très peu utilisent Bitcoin. Il y en a toujours, mais on est plutôt sur des crypto-monnaies spécialisées dans l'anonymat. On peut parler de Monero, par exemple, qui est beaucoup plus utilisé. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est assez simple à tracer. Parce que votre adresse Bitcoin, c'est un peu comme votre IBAN sur la blockchain. C'est une suite de chiffres et de lettres, mais comme votre IBAN, c'est une suite de chiffres. Il n'y a pas votre nom dessus, mais en fait, on arrive à lier. Parce qu'en fait, à chaque fois le moment où vous achetez pour la première fois du Bitcoin, ou quand vous voulez en vendre contre des euros, vous êtes obligé de passer par une société régulée et qui a pris votre carte d'identité. Donc, en fait, c'est quasi impossible aujourd'hui d'échapper vraiment à la surveillance financière quand on a du Bitcoin. Alors bien sûr, à la marge, il y a des outils qu'on appelle des mixeurs. Donc il ne faut pas être trop crypto-enthousiaste non plus. Il y a une activité illicite dans ce secteur-là, il ne faut pas la nier. Selon Chainalysis, qui est une société d'analyse de transactions blockchain, qui est une société américaine, qui est vraiment la meilleure là-dessus, il considère qu'il y a en gros 0,4-0,3% des transactions crypto en général qui sont liées à des activités illicites. C'est beaucoup, ça fait à peu près 40 milliards de dollars par an. C'est peu et beaucoup à la fois. Tout dépend comment tu le regardes. Parce qu'on parle d'un système financier global. Selon les dernières études des Nations Unies,
les activités illicites dans le fiat, donc dans la monnaie traditionnelle, dans le cash, c'est 5% du PIB mondial. Oui. Et là, en plus, là, les montants en valeur absolue sont gigantesques. Donc il faut toujours en fait comparer avec ce qu'on connaît. Les activités illicites crypto, la plupart du temps, c'est des ransomware, c'est des arnaques en ligne. Ouais. C'est surtout des trucs comme ça en fait. Ok. Ah, bah, intéressant. Et le côté aussi financement du terrorisme. Oui. Oui. Ça a existé un petit peu, mais c'est très 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 faible. Et en fait, si moi je finance par exemple une organisation terroriste type le Hamas, ouais. En fait, étant donné que c'est traçable, on va remonter chez moi. Crypto, on va remonter chez moi et je vais me faire condamner. C'est trop risqué en fait. Okay. Il y a d'autres façons de faire pour toi qui sont peut-être plus adaptées en tout cas pour ça. Bon, intéressant cette réponse. Il n'y a pas mieux que le cash. Ouais. Pour rester discret. Alors, j'ai dit que je te la poserais celle-là. Et moi, j'ai la réponse. Ma réponse de vieil investisseur. Les cryptos sont-elles vraiment décorrélées des autres actifs financiers? Parce que ça, pour le coup, je t'avoue que celle-là, elle m'énerve un petit peu. Parce que je l'ai souvent entendu en mode, justement, crypto-bro qui disent « Ah là là, vous, les investisseurs d'avant... Et puis bon, quand il y a des gros mouvements de baisse, on est là genre « Salut les gars !» Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça. Bah alors, ça dépend des moments. Mais en fait, depuis que le Bitcoin, les cryptos en général se sont institutionnalisés, donc lancement des ETF et tout, là, on a vraiment tendance à voir le Bitcoin suivre en gros les actions technologiques. Le Nasdaq. Tu arrives à établir une corrélation à peu près entre alors c'est pas tout le temps le cas, ouais. Mais en gros l'appétit pour le Bitcoin vient quand même quand il y a un appétit global pour le risque. Ouais. Ça c'est clair. Mais bon, des fois il y a des moments où ça suit pas, mais bon quand même globalement. Il faut qu'il y ait les conditions pour le risque, pour que le Bitcoin monte, et notamment des taux d'intérêt bas. Là, par exemple, tu vois, il y a un doute sur est-ce que la Fed va continuer à baisser ses taux. Ouais. Pour l'instant, on est plutôt statu quo. On ne sait pas trop. Voire peut-être même une petite remontée. Ah, oui. Bizarrement, le Bitcoin, il n'aime pas ça. Ouais. Donc c'est assez lié. Il y a quand même... la période, excuse-moi, je te coupe, de rehaussement des taux de la Fed qui accompagnait l'inflation aux États-Unis n'avait pas du tout été bonne pour les cryptos. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Après, on pourrait penser que quand même Bitcoin, l'or numérique, valeur refuge 2.0, ça pourrait réagir différemment. En réalité, à court terme, on voit toujours des mouvements qui correspondent à des actifs risqués. Par contre, quand on dézoome, en fait, le Bitcoin ne fait que monter pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, certes, au prix d'une grosse volatilité qui tend quand même à se réduire avec le temps, mais voilà, la courbe ressemble pas mal à celle de l'or quand même. Hein, d'accord. Je trouve. Ah ouais, ça c'est intéressant. Voilà. Et bon, après, il y a une stat qui est intéressante aussi, c'est que on se demande est-ce que Bitcoin est un peu une valeur refuge quand il y a un choc géopolitique. Donc sur The Big Well, en fait, on a passé au crible tous les derniers grands chocs géopolitiques. On a regardé comment Bitcoin réagissait au bout de 10 jours et comment il réagissait au bout de 60 jours. Et on le comparait à l'or et au SP500. Au bout de 10 jours, Bitcoin, très mauvaise performance par rapport au reste. L'or, c'est mieux quand il y a un choc géopolitique. Par contre, au bout de 60 jours, c'est souvent le meilleur. Donc en fait, souvent les gens, les mains faibles qui sont dans le Bitcoin, ont tendance à vendre, mais il y a des gens derrière qui en profitent et qui propulsent le cours après. Donc il faut toujours dézoomer, quoi. Deux questions. Il y a Monsieur Guy qui revient à la charge. Je te poserai la question après. Il n'était pas convaincu par ton explication. Question de Jacques que je trouve super intéressante. Comment la cotation du Bitcoin est-elle faite? Comment ça cote le Bitcoin? Ah, c'est très... T'as pas une bourse qui dit, tiens, le cours du Bitcoin, c'est ça? C'est les grandes bourses, en fait, type Coinbase. Ouais. Il me semble Bitstamp. Il y en a une autre aussi, c'est peut-être Gemini. En fait, c'est ces trois bourses, c'est le prix qu'on trouve sur ces trois bourses qui permet de... Tu fais une espèce de prix d'équilibre, c'est ça? C'est ça. Mais c'est très intéressant comme question parce qu'effectivement, le Bitcoin peut être coté, en fait, n'importe où, n'importe quelle heure. C'est parce que ça s'arrête pas. Mais pour des raisons sans doute aussi de simplicité, on prend ces trois exchanges. Monsieur Guilly, je comprends pas ce qui était expliqué tout à l'heure, le fait que le Bitcoin soit soutenu par une infrastructure gourmande du point de vue énergétique, d'ailleurs je te poserai aussi la question de ça, représente effectivement un coût, mais en quoi ce coût soutient-il une valeur? En gros, c'est vrai que tu nous as dit tout à l'heure, en fait, le Bitcoin ça a la valeur parce qu'on se rend compte qu'il y a des acteurs, il y a des producteurs, il y a de l'énergie dépensée, donc il y a quand même
ça constitue une valeur. Bah, la valeur, en fait, c'est le Bitcoin, parce que si tu veux, le Bitcoin a un peu un coût électrique. Ouais. Un coût, comment dire il est Mais t'achètes pas une production électrique quand t'achètes un Bitcoin. Tu non, vois, je peux pas le reconvertir en, non, mais en fait, tu vois, en heure de chauffage. quand tu es une installation, quand tu es un producteur d'énergie, Oui. tu as des surplus. En fait, ces surplus-là, au lieu de les gâcher, de pas les utiliser, Oui. en fait, tu peux les utiliser pour les miner. convertir en Bitcoin, pour Ouais. les miner. Ouais. Donc c'est la valeur de l'énergie que tu as mis, D'ailleurs, il y dedans. a une boîte française qui est spécialisée là-dedans. Oh, il y en a quelques-unes, Ouais. Après, comme je disais au début, en France, c'est un peu compliqué parce qu'on est au tarif de l'électricité un peu traditionnel. Ouais. Et il faudrait qu'il y ait des arrangements entre les producteurs d'énergie, notamment EDF, avec les mineurs, pour avoir un prix cassé sur les surplus. Ouais. Comme ça, tout le monde serait gagnant, quoi. Mais aujourd'hui, les plus gros mineurs, à 40%, c'est aux États-Unis. 40%. Bitcoin est à 40% américain à travers son minage. Avant, c'était la Chine qui avait beaucoup. Oui. Et là, donc, c'est plutôt les États-Unis, mais c'est pas définitif. Si la France décide d'investir à fond dans le minage, en quelques mois. Si on fait all-in, qu'on produit 4 centrales nucléaires en 2 ans, Ouais. Allez les gars, c'est juste une image, mais le fait que Bitcoin soit américain aujourd'hui, c'est juste un moment de l'histoire. Il s'agit qu'un autre pays mette le paquet sur le sujet. Et c'est un autre pays qui prendra le lead. Question rapide peut-être là-dessus, parce que c'est pas forcément... Mais ce qui intéresse le plus, encore une fois, mais quand même l'aspect écologique de Bitcoin. Et ben oui, toute cette énergie qu'on est en train de nous dire, c'est pas Versailles ici, attention aux lumières, éteignez, gna gna gna, et puis on mine du Bitcoin. Bon, est-ce bien raisonnable? Alors ça, Monsieur je pense que c'est raisonnable. le sujet le plus intéressant autour du Bitcoin, et probablement un peu celui qui est le moins bien compris. Ouais. Après, c'est normal parce que en fait, comprendre le fonctionnement des réseaux d'électricité, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment se documenter. En fait, il faut savoir que déjà, on va commencer par une stat importante, c'est qu'aujourd'hui plus de 50% de l'énergie qui fait tourner Bitcoin est d'origine renouvelable. 50%. Plus de 50%. D'accord. Et, en fait, ça tend à augmenter parce que les mineurs de Bitcoin, en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'énergie la moins chère possible. C'est normal, c'est leur plus gros coût. Ouais. Quelle est l'énergie la moins chère possible? C'est l'énergie Solaire. que personne ne veut. Ouais, ah oui, d'accord, ouais. Et donc, c'est souvent l'énergie renouvelable. Parce que, je schématise, quand il y a trop de vent, les éoliennes, elles produisent trop d'énergie. Ouais. Quand il y a trop c'est le fameux problème de l'intermittence. Exactement. Soit on en a trop, soit pas assez. Exactement. Ouais. Pareil pour le solaire. Ouais. Un peu pareil pour le nucléaire aussi. Eh ben si, parce qu'en fait, le nucléaire, en fait, on peut pas adapter à l'instant T c'est vrai. tout ce qu'on veut. Tu vois, et le réseau électrique, il a besoin d'avoir une adéquation parfaite entre l'offre et la demande. C'est pour ça que c'est si difficile à piloter. Nucléaire, c'est un train, quoi. Exactement. Tu sors ton niveau et quand tu veux réduire la production nucléaire, c'est pas en appuyant sur un bouton que en 2 secondes, tu vois, la centrale va s'adapter. Il va toujours y avoir un surplus, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, Bitcoin est là pour absorber les surplus que personne ne veut, et ça aide à stabiliser le réseau. Bon. Bitcoin, en fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais ça peut en fait équilibrer le business model des producteurs d'énergie verte aussi, qui auraient gâché leur énergie initialement. Mais tout ça, en fait, ça va pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait des politiques publiques en fait, qui encadrent ça. Il faut interdire le minage quand il est d'origine fossile. Bien sûr qu'il faut l'interdire. Oui, c'est ça. Mais en fait, tu poserais ça comme préalable. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, il faut favoriser les mineurs qui utilisent de l'énergie renouvelable que personne ne veut. Et plein d'études l'ont démontré, des grandes études universitaires à ce sujet-là, notamment Cornwell. Il faut vraiment s'y intéresser. Et très récemment, désolé, je suis un peu long sur le sujet, mais c'est vraiment Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça... EDF a alerté dans une note interne il y a quelques semaines qu'en fait, on produisait trop d'énergie en France. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on gâche de l'énergie. C'est Exactement. Ça la conclusion de cet échange. Et le problème, quand on produit trop d'énergie, en fait, il faut moduler. Donc, c'est-à-dire, il faut dire aux centrales de moins produire. Et en fait, ça abîme les centrales. Et quand on module trop, eh bien, il y a un risque aussi de ne plus avoir assez d'énergie. En fait,
Bitcoin permet en fait, C'est une espèce de coussin, exactement, une espèce de lisseur. permet d'arriver pour choper tous les surplus. Et l'avantage de Bitcoin, qui est un système extrêmement énergivore, c'est que dès qu'il y a une autre activité qui a besoin d'électricité, les ménages qui ont besoin de clim ou de chauffage, une entreprise, tu peux débrancher Bitcoin, en une seconde, tu appuies sur un bouton, c'est fini. Il n'y a aucune autre industrie qui a cette flexibilité. Donc Bitcoin est très intéressant pour équilibrer les réseaux électriques. Intéressant. Je vois le chrono qui tourne là, et on a plein de questions. Je voulais t'interroger sur ce qui s'était passé effectivement début de cette année, mais on verra s'il y a des questions qui tombent. On va déjà répondre à celles qui sont tombées. Nico nous demande, est-ce qu'il y aura un replay accessible ? Oui, Nico, déjà vous pourrez le retrouver sur YouTube dès que l'émission sera finie. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, vous avez des questions. J'ai le live qui défile. Vous m'aviez d'ailleurs averti que le micro ne marchait pas. Vous voyez, maintenant j'ai un micro-cravate. On va essayer je vais te demander d'être synthétique parce que y a quand même pas mal de questions qui sont tombées. Un point, on a eu beaucoup de questions. Pascal, quelle fiscalité en France ? Comment c'est fiscalisé la crypto ? Alors j'ai envie de dire, c'est très simple et à la fois c'est très compliqué. Super. Alors c'est la flat tax. D'accord, donc 30%. Maintenant c'est 31,4 ou 7, je sais 31,4. Ouais, voilà. On a pris 1,4 de CSG en plus. Donc c'est ça, mais en fait il faut faire la moyenne des plus ou moins values de l'année par rapport au portefeuille global de crypto. Je vais pas vous cacher, c'est un peu un enfer déclaratif. Ok. Et par rapport à d'autres pays, par exemple en Allemagne, au bout d'1 an de détention, vous êtes exonéré de fiscalité, ce qui est assez intéressant. En France, il y a cette complicité-là, cette complication. Et bon, après, il y a plein d'outils qui permettent d'automatiser un peu ça. Mais oui, c'est compliqué. Et aussi, dès que... Aujourd'hui, il y a des systèmes pour utiliser ces cryptos dans la vie courante et acheter un peu des biens et services n'importe comment en crypto. Bah, chaque achat, c'est un événement fiscal. Donc, c'est pas encore demain que les cryptos vont être utilisés pour acheter vraiment sa baguette, parce que si on doit reporter tous ces actes-là au fisc chaque année, c'est pas forcément qu'on va payer cher en impôts, c'est juste que c'est très compliqué. De tête, c'est très compliqué. L'administration française est quand même assez forte à ce niveau-là. Mais non. Va falloir que tu sois synthétique, Grégory, parce que j'ai encore une liste de questions incroyables. Ça, c'est hyper important. On rentre un petit peu dans la partie investissement, mais c'est normal. Et ça, je pense qu'on peut l'aborder. Lodi 26, quel pourcentage maximum de ces actifs financiers est-il raisonnable de consacrer à des crypto-monnaies ? Et quel est l'actif numérique qui paraîtrait le plus approprié pour un premier investissement en crypto ? Il y a deux choses là-dedans. Il y a la part raisonnable, et donc la part raisonnable, on pourra donner une indication, mais elle dépend de l'appétence du risque de chacun. Et puis il y a une autre question qui est posée par Chris, y a-t-il toujours une place pour Bitcoin dans un environnement où un nombre important de nouvelles cryptos se crée ? Qui est Bitcoin par rapport au reste de l'écosystème crypto. Est-ce que tu peux répondre les deux points ? Alors, Bitcoin déjà pèse 60% du marché crypto. D'accord. Bitcoin... Donc il n'est pas prêt de disparaître. Non, il n'est pas prêt de disparaître. C'est l'un des rares projets dont on est sûr de sa pérennité. Voilà. Ouais. Donc, si c'est un premier investissement qu'il faut considérer, Bitcoin doit être un peu le poids lourd du portefeuille. Après, quelle allocation on met ? Bien sûr, c'est une histoire d'appétence au risque. Après, moi, je vais parler, je vais plutôt citer les experts. Ouais. BlackRock considère qu'une allocation raisonnable en Bitcoin, c'est 1 à 2% de son portefeuille. Après, il y a Charles Schwab, qui est un des gros brokers américains, qui dit que une allocation conservatrice en crypto, c'est 1-2%. D'accord. Et pour les pas énorme. Pour les plus aventuriers, 5 non, c'est autour de 10. Il définit 3 catégories. Ouais. Et là, ils ont publié ça très récemment. Donc, en gros, si vous êtes très, très, très aventurier, on peut aller jusqu'à 10. En tout cas, c'est ce que les experts de l'investissement disent. Après, voilà, c'est une histoire d'appétence et c'est un choix assez personnel. Et il faut se rappeler que ça reste quand même très, très, très risqué. Même Bitcoin, qui est la partie la plus sûre de l'écosystème, a quand même perdu 40%, voire plus, depuis le pic d'octobre. Oui. Donc il ne faut pas mettre la maison dessus. À l'intitulé de notre webinaire, est-il encore temps de se lancer ? On parle à des gens qui, a priori, étaient quand même un petit peu méfiants vis-à-vis du truc, donc 1-2%, ça me semble quelque chose de raisonnable. Attention, question technique. On en a parlé avant le début de ce live. Les ordinateurs quantiques représentent-ils un danger pour la sécurité de Bitcoin ? Question d'actu. La semaine dernière, Google a sorti un papier de recherche extrêmement intéressant où, en fait, ils disent que
on a découvert qu'il y avait des moyens de craquer le chiffrement, donc la cryptographie des blockchains, Ouais. plus facilement, donc avec des ordinateurs Pardon, quantiques. Grégory, il faut que tu repars du début et que tu sois pas rapide. Pardon, mais qu'est-ce qu'il apporte l'ordinateur quantique par rapport à l'ordinateur qu'on connaît avec des 0 et des 1? L'ordinateur quantique, en fait, il va pas remplacer votre PC ou votre Il a Mac. encore quelques beaux jours devant lui. Voilà, exactement. L'ordinateur quantique sert à juste quelques tâches en Ok. particulier, surtout celle de casser la cryptographie. La D'accord. cryptographie qui est censée en fait un peu protéger toutes Ouais, les données ouais. personnelles. Le système bancaire est basé sur la cryptographie. Votre téléphone est basé sur de la cryptographie. Les blockchains sont Donc basées demain, sur... la blockchain, qu'on présente quand même un truc très difficilement attaquable, pourrait être battu en brèche par, Voilà. par l'informatique quantique. Mais bon, enfin, ce jour-là, si ça arrive, Ouais. la blockchain peut péter. Je pense que les codes nucléaires aussi peuvent péter. Donc, on aura d'autres problèmes. Mais par contre, c'est pas impossible que s'il y a un ordinateur quantique qui arrive, que le premier essai concerne en fait le chiffrement des cryptos, et notamment Bitcoin. Donc, il y a un vrai risque dessus. Après, on en entend parler assez souvent. Enfin, je veux dire, ça revient dans l'actualité, voilà, de temps en temps. Bon, l'ordinateur quantique, c'est pas demain, c'est probablement pas dans 10 ans, pas dans 20 C'est ans. fascinant, mais c'est encore très... Peut-être même jamais. Ouais, On n'est ouais. pas sûr que ça C'est-à-dire arrivera. qu'il plante souvent, ce ordinateur quantique, visiblement. Comment ? Ça plante souvent. Oui. Il faut C'est pas ça. grand-chose pour que les calculs se mettent à dérailler. C'est ça. Ouais. Mais par contre, le papier de Google démontre quand même qu'il y a des moyens, il y aura forcément des... Enfin, que ça sera peut-être plus facile qu'on l'avait imaginé de s'attaquer aux blockchains et notamment Bitcoin. Donc quelque part, en fait, la confiance, elle s'érode un peu. Ouais. Il faut quand même être conscient de ça. Ouais. Donc les blockchains, comme n'importe quel système informatique, ils peuvent migrer vers des systèmes résistants Ouais. au quantique qui existent déjà. Le truc, Tu pourrais faire des... Pardon, c'est peut-être complètement débile ma question. Je Dis-moi. m'en excuse par avance. Est-ce que tu pourrais faire des certificats quantiques, du coup? Ouais. on peut avoir des blockchains quantiques, D'accord. c'est possible. Après, il y a des implications, parce que quand on fait une signature cryptographique, quand je t'envoie un bitcoin, Mhm. je suis très généreux, Bah, vas-y, très généreux. je t'en En prie. fait, il y a une signature cryptographique Ouais. qui est inscrite dans la blockchain. Si on était sur une blockchain quantique, en fait, le poids de cette signature, le poids informatique, serait plus important. Donc en fait, ça alourdirait la D'accord, blockchain, d'accord. ça rendrait, on pourrait faire moins de transactions par seconde, ça coûterait plus cher en frais de transaction. Il y a toutes ces choses-là, donc il faudrait adapter beaucoup de choses sur la blockchain. Et la différence entre Bitcoin et par exemple une mise à jour, je sais pas, Microsoft, c'est que Bitcoin, en fait, il y a une gouvernance de plein de gens qui doivent se mettre d'accord. Mhm. Et souvent, la moindre petite mise à jour Ça dans prend du Bitcoin, temps. ça prend énormément Ouais. de temps, et c'est une communauté qui est très très conservatrice, D'accord. et dont une grosse partie en fait considère que l'ordinateur quantique n'arrivera jamais, et toutes ces menaces qu'on entend de Ils temps sont en temps, assez zen sur le sujet. c'est du flan. Auguste nous demande, est-ce qu'il existe une crypto française ou européenne? Un cocoricoin? Pendant longtemps, Tezos a un peu représenté ça. Ouais. Alors Tezos, c'est pas vraiment un concurrent du Bitcoin, c'est plutôt un concurrent de Ethereum. Donc c'est une blockchain qui sert à développer des applications, Ouais, des c'est logiciels dessus, souvent des applications financières. Donc ce qu'on appelle une blockchain de smart contract. Donc les smart contracts, c'est les programmes en fait qu'on peut développer sur les blockchains. Le projet est plutôt en perte de vitesse aujourd'hui. Donc plutôt pas quand je t'écoute. Comment ? Plutôt pas de crypto française ou européenne. Qui a vraiment le vent dans le ouais, dos, non. ouais. Alors en blockchain pure, pas vraiment. Alors par contre, il y a des projets de finance décentralisée, donc les applications qui sont construites sur ces blockchains-là, qui elles aussi ont des cryptos, qui pour les gouverner. On peut parler du projet Morpho par exemple. Ouais. Morpho, c'est une application en fait, qui permet de recréer une banque sans la banque. C'est-à-dire que des gens qui ont un excédent de capital, qui veulent avoir un rendement, ils déposent leur crypto chez Morpho, et des gens qui ont besoin de capital pour faire ce qu'ils veulent, en fait, ils vont payer un intérêt contre ces cryptos. D'accord. Tout ça se passe de manière automatique, sans refais le autorité système centrale. bancaire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a un token donc, qui s'appelle Morpho, qui pour l'instant sert juste à exercer la gouvernance sur ce protocole-là. Donc il est possible d'investir dans ce genre de projet. Mais là, on est dans l'ultra risqué. Je trouve que c'est un projet très intéressant,
Mais si on considère un premier investissement, il faut plutôt se diriger vers des valeurs plus sûres, je pense. Est-ce que j'ose te poser cette question à 19h28? Je t'avoue que Allez, je te la pose, et puis si on est collé, on est collé. Adrien67, quel est l'impact financier et fiscal de la directive DAC8 sur les cryptos? Ah, DAC8. DAC8. Bah, c'est quoi DAC8? Alors, DAC8, en fait... Pardon, je ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est une nouvelle réglementation en fait, qui impose à toutes les plateformes d'échange régulées de communiquer aux administrations fiscales des clients qu'ils ont leur activité. Par exemple, si je suis client d'une plateforme d'échange qui est au hasard autrichienne, en fait, la plateforme d'échange va envoyer au fisc français toute mon activité sur leur plateforme. Jusqu'à présent, il fallait que le fisc français s'intéresse à moi et fasse une requête à la plateforme. Et là, en fait, c'est automatique. Et c'est comme ça dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, les gens qui pensent que c'est facile de frauder le fisc avec les cryptos, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Attention. Cette question un peu philosophique d'ASM30, un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Finalement, c'est la valeur des fiat monnaies qui baissent et qui font monter la valeur du bitcoin, non ? Ouais. C'est beau, ça, c'est philosophique. Oui. Les monnaies traditionnelles, en fait, la masse monétaire, elle augmente constamment. Elle augmente constamment. Le bitcoin, en fait, il devient Enfin, il y a une création monétaire, mais elle diminue. Et il y aura de toute façon jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. En plus, on peut considérer qu'il y en a à peu près 4 millions qui ont été perdus, dont l'accès a été perdu. Dans des décharges, dans des disques durs. C'est ça, exactement. Bon, après, chaque bitcoin est divisible en 100 millions de petites unités qu'on appelle les satoshi, mais quand bien même, il y a une offre finie. Une fois qu'on aura tout créé, il faudra se débrouiller avec. Tandis que les monnaies traditionnelles, elles sont censées suivre la croissance. C'est normal. C'est l'histoire de la monnaie aussi. Mais c'est censé se déprécier, c'est fait pour ça. Et la valeur de la monnaie traditionnelle, donc l'euro, le dollar, en fait, c'est la confiance qu'on a dans l'État et la Banque centrale. Il n'y a pas de stock d'or, vraiment, qui offre la valeur à la monnaie, comme ça a été le cas dans plusieurs cas dans l'histoire. Mais depuis, il me semble, les accords la fin des accords de Bretton Woods, il n'y a plus d'or en fait qui back, comment dire. Oui, la convertibilité, effectivement. Et c'est la fin, donc là c'est la confiance qu'on a dans l'État. Question qui n'est pas tout à fait posée sous cette forme, mais qu'on n'a pas vraiment abordée. Il y a Bitcoin, il y a d'autres cryptos, et puis il y a qui ont un certain statut, qui ont gagné une certaine reconnaissance, et puis il y a des infinités de micro-cryptos. Et alors, tu te dis, pareil, quand tu es investisseur particulier, est-ce que ça vaut le coup de rentrer... À quoi ça sert déjà, peut-être? À quoi ça sert? Est-ce que ça vaut le coup, quand tu vas rester investisseur de diversification, de t'intéresser à tout cet écosystème dans sa profondeur? Moi, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est mon métier. Oui, mais toi, c'est ton métier. Et je baigne dedans. Mais moi, je m'y intéresse plus sur les fonctionnalités plutôt que sur la valeur d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de gens, en fait, qui débarquent dans cet écosystème et qui se disent Bitcoin, c'est trop cher. Je vais chercher le nouveau Bitcoin. Moi, je veux faire x100 en très peu de temps. Et c'est l'erreur de base. Et c'est souvent après qu'on se dit, bon, je vais revenir sur Bitcoin, c'est pas grave s'il est plus cher que quand j'ai commencé à investir dans les cryptos. Mais le défaut principal, c'est ça. Ce qu'on appelle les shitcoins, hein, les monnaies de merde, pour le dire. Shitcoin, bien sûr. Mais après, on peut dire un peu la même chose sur les actions d'entreprise. Quand on veut investir dans ses premières actions, on a le choix. Il y en a énormément. Et il faut s'informer. Et quand on veut acheter une action, on s'informe sur la santé d'une entreprise, sa stratégie. Sur un projet crypto, j'ai envie de dire que c'est pareil. Est-ce que quelle est la mécanique qui permet de m'assurer, ou en tout cas me donner le plus de chances pour que le prix du token s'apprécie. C'est pas juste de la spéculation. Pourquoi Bitcoin prend de la valeur, il y a des vraies raisons. Ethereum aussi. Et il y a aussi des vraies raisons qui expliquent la chute. C'est pas juste, il y a des gens qui achètent et qui vendent. On va prendre la dernière question, parce que je vois qu'il est 19h32, qui va être un petit peu un pont, je pense, vers le deuxième webinaire. C'est une question de Lodi26 qui a déjà posé une question. Pourriez-vous décrire de manière vulgarisée les étapes techniques pour débuter et réaliser un premier achat de crypto? Si on devait se dire... Encore une fois, on va y revenir dans le détail lors du second webinaire, mais là, déjà donner quelques références, quelques règles à savoir. Alors, disons pour pas faire d'erreurs, c'est ça surtout? Ouais, ou même tout simplement comment s'y mettre concrètement. En fait, ça dépend un peu votre profil tech. Si vous êtes à l'aise avec on va faire deux profils tech parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à faire celui qui est un peu allergique quand même et
On va pas faire l'ultra pro, celui qui maîtrise un petit peu. Voilà. Alors, on va commencer par celui qui maîtrise un petit peu. Ouais. Alors là, il va sur une plateforme spécialisée dans la D'accord. crypto. On peut en citer quelques-unes. Hein. Ouais. On peut citer Coinbase, on peut citer Bitstamp. En France, il y a CoinHouse, il y a Paymium. Enfin, il y en a plein. Et elles font que ça. D'accord. C'est de l'achat-vente de crypto. Et, Elles ont un tampon, une certification qui garantit oui, leur sérieux. Oui, D'accord. oui, elles ont des agréments ou des Ouais. enregistrements AMF, ça dépend à quel niveau elles sont avancées. Mais si vous avez des doutes sur la qualité sérieux, ouais. d'une plateforme, vous allez voir, vous la cherchez sur le site de l'AMF. Si elle n'y est pas, c'est qu'il ne faut pas y aller. Ok, très Mais bien voilà. ça. Vous achetez vos cryptos dessus, ou vous pouvez les laisser dormir sur la plateforme, auquel cas c'est la plateforme qui va assurer la conservation, Ok. ou alors vous les envoyez sur ce qu'on appelle des cold wallets. Ouais. C'est Des là où portefeuilles froids. des portefeuilles froids, c'est là où vraiment vous allez avoir le contrôle total. C'est quoi, de c'est vos une espèce cryptos. de stockage physique? Oui, c'est un stockage physique. Ouais. Les plus connus, ce sont des portefeuilles qui sont développés par la société française Ledger. Mhm. Pour la plupart, ça ressemble à une clé USB. Ouais. Et en fait, il y a un code PIN dessus. Bref. C'est le genre de clé USB qu'il ne faut pas perdre. En fait, c'est surtout le mot de passe qui D'accord. mène à cette Ah, clé c'est le mot de USB passe. qu'il faut pas perdre. Ok. La clé, vous pouvez la perdre. Mais bon, voilà, ça, c'est pour les puristes, en fait, on peut aller jusque-là. Mais pour répondre à la question, quand on est un peu réfractaire à ces trucs-là et qu'on se dit, oulala, ça me fait un peu peur, parce que je suis pas très à l'aise avec ces systèmes-là, le plus simple, c'est clairement d'investir via des ETN D'accord. que propose Bourse-Banque, hein, par exemple. Ouais. Mais très bien. Je fais de la pub malgré moi, mais je le pense vraiment. Mm. C'est le plus simple. Vous êtes habitué à un compte titre. Mm. Voilà, il y a plusieurs produits, hein, mais voilà, c'est comme acheter une action. Vous vous occupez pas de la conservation. Ouais, tout ça, on La oublie. conservation, en plus, elle est assurée par un custodian. Donc c'est vraiment le métier. Parce qu'il y a l'émetteur qui émet le titre, par exemple BlackRock, CoinShare. Et il y a aussi la boîte qui va assurer la conservation des cryptos, dont c'est le métier. Tout le monde est régulé. Ça donne quand même un Ça, gage c'est pas de mal. sécurité. Moi, je Bah, t'avoue que j'ai commencé par là. Voilà. Peut-être une dernière question un peu plus, un peu plus pragmatique. Puis-je payer avec des crypto-monnaies? Alors, il n'y a rien qui empêche votre boulanger d'accepter. Du 0,0000 pour ta baguette, quoi. C'est possible. Après, il y a des faire une grosse commande. instruments qu'on appelle les stablecoins, hein, Ouais. qui représentent des euros, des dollars sur la blockchain. Là, ça pourrait être possible. Après, je pense pas qu'il y ait une énorme demande pour ça. Et aussi, je le rappelle, on est dans un pays où ça fonctionne très bien, où il n'y a pas besoin. Et juste sur le cas du Bitcoin, franchement, si j'ai du Bitcoin, ça veut dire que je suis à peu près convaincu que sa valeur va augmenter dans le temps. Ouais. J'ai pas envie de m'en débarrasser. Pour acheter une baguette. Exactement. Est-ce que j'achèterais une baguette ou en tout cas un bien, un service avec un peu d'or? Non, parce que je pense que l'or va monter à l'avenir. Pour le Bitcoin, c'est pareil. Là, j'ai plutôt tendance à vouloir me débarrasser de la monnaie qui va perdre le plus de la valeur parce qu'en facilement. fait, tu me dis que finalement, on présente Bitcoin comme un outil de spéculation, alors que toi, ta théorie, c'est vraiment du long, quoi, du long Ah oui, terme. c'est du très long terme. Ah ouais. C'est du très long terme. Après, voilà, Tu peux en faire autre chose, mais toi, ce que tu penses fondamentalement de ça, c'est que c'est du long terme. c'est ça, et je pense qu'on peut clôturer sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Le monde devient de plus en plus instable. Ouais. Les pays émergents vendent leurs réserves en dollars. Ils achètent plutôt de l'or. Ouais. Donc le dollar, en fait, risque en fait de perdre en fait sa Les place, alliances stratégiques d'hier sa sont place plus hégémonique. forcément celles d'aujourd'hui. Exactement. Ouais. Et si on utilise telle monnaie, on risque d'être sous sanction d'un pays. Enfin bref, Ouais. Bitcoin est neutre. Bitcoin, il n'y a pas de pays derrière, il n'y a pas d'entreprise. Donc je pense que en tant qu'alternative dans ce monde-là, je dis pas que Bitcoin va s'imposer, loin de là, mais en tant qu'alternative dans tout cet univers qui devient extrêmement compliqué, extrêmement dangereux, extrêmement instable, Bitcoin peut avoir sa petite part. Hub nous disait, question du webinaire non répondu, est-ce trop tard pour se lancer? Bah non, moi quand je t'écoute, j'en déduis que non. Alors, moi, quand je me suis lancé, en tout cas quand j'ai Ouais. commencé à m'intéresser au sujet, Bitcoin ça valait 5000 $, vraiment entre 1000 et 5000. Tout le monde disait que c'était trop tard. Ouais. Et moi je le pensais parce que je venais d'arriver là et je me disais ah mais oui c'est beaucoup Ça trop. vient de... Ouais. Voilà, aujourd'hui là on est à peu près 70 000 70 $, 000 c'est monté à 126 Oui. en octobre. Les gens se disent la même chose, mais voilà, si on atteint 500 000, $1 million dans les 10 ans, en fait le prix d'aujourd'hui il semblera pas cher. L'important c'est qu'il faut se documenter sur Bitcoin.
ça va pas forcément plaire à tout le monde. Mais une fois qu'on a compris comment ça marche, après, on peut envisager un investissement. Et quand on a bien compris, c'est un peu comme quand on connaît bien une entreprise. Si ça chute un peu, on sait qu'on a acheté une boîte solide, ça va remonter. Bah, si vous comprenez bien Bitcoin, si ça chute, bah voilà, vous allez dire, bon, bah, c'est un mauvais moment à passer. Mais comme je me suis bien informé, j'ai une conviction, ça va monter. Et si je suis dans mon 1-2% de diversification, je me dis, c'est toujours utile. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Lionel nous dit conférence pédagogique très intéressante. Merci beaucoup Lionel. Et Bridget nous dit donc c'est encore temps de rentrer sur ce marché. Tu vois, on a bien fait d'adresser parce que je pense que beaucoup de gens étaient frustrés en disant mais ils sont bien gentils mais ils n'ont pas répondu à la question. Après voilà, Bitcoin était à 126 000 donc en octobre, aujourd'hui 70 000. La chute elle est de à peu près 40%. C'est déjà une bonne chute, hein. Donc ça peut, vaut mieux acheter maintenant qu'en octobre. Hein. Bizarrement ou pas, mais on aurait pu penser que la situation allait encore se détériorer avec le début du conflit, et au contraire, Bitcoin s'est stabilisé. Tu l'as dit autour de 65-70 000 $. Étonnamment. Je pense qu'on est aussi sur un seuil technique. Alors on va pas faire trop d'analyse technique, surtout là, à 19h39. Déjà, c'est pas mon métier, mais il y a quand même c'est pas une résistance, mais... Un soutien, un support. Un support important dans la zone actuelle qui pourrait très bien casser, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un peu de la consolidation là actuellement. Mais souvent, les marchés baissiers, ils durent au moins un an. Après le pic là, c'était en octobre. Hein. Donc théoriquement, il faut s'asseoir sur ses mains pendant encore quelques mois. Donc c'est pas parce que aujourd'hui ça s'est bien maintenu pendant la crise en Iran que forcément ça baissera plus. Il faut rester quand même très prudent. Il faut rester très prudent. Et en tout cas, voilà, on aura même parlé analyse technique dans ce webinaire. Écoute, on a débordé, mais c'est pas très grave parce qu'on a abordé plein de sujets intéressants dans cette premier numéro de cette trilogie de webinaires. Merci beaucoup Grégory pour toutes ces explications, cette histoire qu'on a fait avec toi sur le Bitcoin et les autres cryptos. Merci beaucoup. Merci Laurent, merci à tous d'avoir suivi. Voilà, et donc je le disais, hein, c'est le premier numéro. On reviendra très bientôt pour une seconde édition. On rentrera encore plus en détail dans le concret, comment investir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous êtes passionnés, autant que moi je l'ai été, par ce que nous a raconté Grégory sur l'histoire de la crypto et du Bitcoin. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez mettre le petit pouce en l'air et même vous abonner à la chaîne Boursorama. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt.